Bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Alors que la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie est reportée au vendredi 13 janvier, le président sortant s'est exprimé dans la nuit de mardi à mercredi à la télévision nationale. Outre sa critique de l'ingérence des pays étrangers dans la politique gambienne, Yahya Jammeh a surtout déclaré qu'il nommerait un médiateur pour régler pacifiquement le conflit qui l'oppose au vainqueur de la présidentielle du 1er décembre, Adama Barrow. Le président sortant a annoncé qu'il quitterait le pouvoir en échange de contrepartie. Il demandera notamment au ministre de la Justice et au Parlement de voter une loi d'amnistie afin que lui et ses proches évitent toute poursuite. La crise politique que traverse la Gambie est née du refus du président sortant le 9 décembre de reconnaître la victoire de son adversaire. Une semaine plus tôt, il avait pourtant félicité M. Barrow d'avoir remporté le scrutin. Les enquêtes ont déjà révélé que des ingérences étrangères sans précédent dans notre élection et nos affaires internationales avaient eu lieu, ainsi qu'une campagne continue de diffamation, de propagande et de désinformation. Même s'il n'y a pas eu de mort, nous avons vu le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO prendre des résolutions hâtives et sans précédent contre notre République. Je peux vous assurer qu'en tant que Gambien, musulman et père de famille, aucun étranger ne peut aimer ce pays et donner la priorité à ses intérêts plus que moi-même et la majorité du peuple gambien. Je vais donc prendre toutes les mesures possibles dans la Constitution pour faire ce que je peux pour sortir de cette triste impasse. Par la présente, je délivre un ordre exécutif pour que personne ne soit arrêté ou poursuivi pour des actes commis durant la période pré- et post-électorale du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017. J'appelle tous les Gambiens et personnes résidant en Gambie à continuer leur vie quotidienne en paix et dans la sécurité et vous assure que, Inch'Allah, tout continuera à bien aller et que tout cela sera bientôt résolu dans le calme. Dans quel pays le président sortant gambien pourra-t-il s'exiler une fois qu'il aura quitté le pouvoir? Vraisemblablement au Nigeria. La Chambre basse du Parlement a adopté une motion accordant l'asile politique à Yahya Jammeh si cela permet à la Gambie de sortir de l'impasse politique qu'elle traverse. Les députés appellent ainsi M. Jammeh à respecter la volonté du peuple qui a voté pour Adama Barrow le 1er décembre. La motion n'impacte cependant pas le gouvernement. Le président nigérian Muhammadu Buhari, qui dirige aussi la médiation de la CEDEAO, devrait se rendre en Gambie vendredi pour des négociations. Il ne s'est pas exprimé sur la volonté du Parlement d'accorder l'asile à M. Jammeh. Après le départ éventuel de Yahya Jammeh du pouvoir en Gambie, la cérémonie d'investiture du président élu Adama Barrow pourrait donc bien avoir lieu comme prévu le 19 janvier. En visite en Côte d'Ivoire, le président béninois Patrice Talon a déclaré mercredi qu'il espérait pouvoir être aux côtés de son homologue ivoirien à Banjul lors de cette cérémonie. Le chef d'État ouest-africain s'est exprimé lors d'une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec Alassane Ouattara au palais présidentiel ivoirien. Nous sommes félicités des dernières déclarations qu'a eu le président Jammeh en Gambie et qui nous rassure, qui montre que nous sommes en train de sortir de la crise et nous allons partir ensemble, n'est-ce pas, Monsieur le Président, à Banjul le 19 et cette frayeur sera derrière nous. Retour au Nigeria où la grève nationale des travailleurs du secteur du pétrole et du gaz a été suspendue. Les syndicats du secteur avaient initialement prévu un mouvement social de 3 jours dans l'état du Delta, au sud du pays. La suspension de la grève démarrée mercredi fait suite à une négociation jugée fructueuse. Réunion à Abuja entre les représentants des syndicats des salariés du secteur du pétrole et du gaz et le ministre nigérian du Travail, Chris Njinje. Les salariés grévistes entendaient protester contre la perte d'emploi dans leur secteur et réclamaient également le paiement d'arriérés de salaire et de différentes primes. 22 morts, 33 blessés, le lourd bilan de l'attentat de Grand Bassam le 13 mars 2016 en Côte d'Ivoire reste dans les mémoires.
Les soldats français de l'opération Barkhane ont annoncé l'arrestation au Mali du responsable présumé de cette attaque. Après avoir été récemment localisé au sud de Gao, près de Gossi, le suspect, qui était notamment surveillé par les services secrets maliens, a finalement été intercepté au nord du pays. Avant son arrivée au Mali, il aurait séjourné en Algérie. L'individu nommé Mimi Ould Baba Ould Cher aurait par ailleurs reconnu avoir supervisé l'attaque de la station balnéaire ivoirienne et avoir organisé le transport des terroristes présumés, ainsi que celui des armes depuis le Mali vers la Côte d'Ivoire. L'explosion d'une mine ce jeudi au Mali a fait 5 morts parmi des soldats maliens. L'accident est survenu dans le centre du pays, entre les régions de Ségou et de Mopti, lorsque le véhicule des militaires a sauté sur une mine. Le nord du Mali est une zone particulièrement frappée par les attaques djihadistes. Depuis le début de leur mission antiterrorisme en 2013, de nombreux soldats du Mali ou de la mission des Nations Unies au Mali périssent dans ce genre d'explosion ou encore dans des attaques frontales et des embuscades. Au Gabon, les arrestations des proches du président se multiplient. Magloire Ngambia, le conseiller personnel d'Ali Bongo Ondimba, a été arrêté lundi, comme l'ont rapporté les médias nationaux mercredi matin. L'ancien ministre, il avait cumulé jusqu'à 6 ministères, fait l'objet d'une enquête financière. Celui qui est sorti du gouvernement gabonais en 2015 est poursuivi pour détournement des deniers publics, notamment dans le secteur de l'habitat. M. Ngambia n'est pas le seul proche du président à être emprisonné dernièrement. Même sort pour Blaise Wada qui gère un projet d'assainissement financé par l'Union européenne à Libreville. S'il n'a pas été arrêté, l'ancien ministre du Pétrole, Étienne Ngumbu, aurait été entendu par la Direction générale des recherches. Il avait été limogé lundi. Ogna, Fabien, Roger et Séverin font partie de ces Camerounais qui sont en règle en ce qui concerne la nouvelle formule de vignette automobile. Maintenant, la vignette est arrimée à l'année commerciale. Donc, il n'y a plus possibilité que les gens jonglent, puisque n'importe comment le véhicule doit être absolument assuré. Je pense que elle est plus salutaire. Pour moi, elle est plus avantageuse de toute façon. J'ai même trouvé ça un peu facile, puisque en achetant l'assurance sur place, je prends la vignette une fois. Je trouve ça c'est facile pour moi. Peu commun, cette vignette automobile est une initiative de l'État camerounais à travers la loi des finances de 2016, dans son article 598. Cette dernière stipule que la compagnie d'assurance est tenue de collecter cette taxe du client dès le premier paiement de la prime d'assurance au cours de l'année et que ce paiement soit partiel ou total. On a encore des difficultés avec des clients qui ne comprennent pas très bien. D'aucuns ont des assurances qui courent encore, dont la police n'est pas encore arrivée à échéance, mais qui viennent quand même. Ils nous disent, on a dit que c'est les assureurs désormais qui vendent les vignettes. Je suis venu acheter ma vignette. Et on leur répond simplement non. Quand vous allez revenir, quand votre assurance va expirer, quand vous allez revenir renouveler votre police, à ce moment-là, vous allez payer votre droit de timbre automobile. Jusqu'ici, le paiement de la vignette automobile était constaté au moyen d'une vignette fiscale, sorte d'étiquette autocollante apposée sur le pare-brise des véhicules. Ce papier va disparaître. Désormais, pour prouver qu'il a payé sa vignette, l'usager devra fournir lors des contrôles son attestation d'assurance émise par la compagnie accompagnée du reçu. Avec la réforme, le renouvellement de la vignette se fera au moment où l'assuré viendra souscrire sa police. Si un automobiliste souscrit une police d'assurance le 1er décembre 2016, par exemple, pour une durée de 6 mois, le droit de timbre automobile lui sera exigé à compter du 1er juin 2017, vu que sa police expire le 31 mai de la même année. Cependant, cette mesure ne concerne pas tous les usagers. Cette loi concerne d'abord tous les véhicules à moteur et les engins à 2 ou 3 roues. Sont exclus les véhicules administratifs, les véhicules dont les propriétaires jouissent des privilèges diplomatiques ou consulaires, des véhicules pour handicapés à moteur, ou alors des véhicules pour essais immatriculés WG. Et si l'État camerounais a décidé de mettre sur pied cette nouvelle formule, c'est parce qu'elle rentre en droite ligne des mesures visant à simplifier les procédures, à faciliter l'accès aux services publics, mais aussi à sécuriser et améliorer les recettes fiscales. Politique au Kenya. En prévision de l'élection présidentielle qui aura lieu en août prochain, les principaux responsables de l'opposition ont annoncé mercredi la formation d'une alliance.
La déclaration a été faite officiellement devant 3000 personnes réunies à Nairobi. La National Super Alliance ou Super Alliance nationale regroupe les chefs de file des 5 principaux partis d'opposition du pays. Parmi eux figurent l'ancien Premier ministre Raila Odinga ou encore l'ancien vice-premier ministre Musalia Mudavadi. Reste à cette nouvelle coalition kenyane de décider qui briguera le mandat présidentiel en son nom. Nous devons rendre impossible le vol des élections par le parti Jubilee. Et nous envoyons aussi un message au parti Jubilee. Briguer cette élection sera regrettable. La Super Alliance nationale, nous devons la construire, nous unir comme nous le sommes ici, la développer au reste des membres de l'opposition et à 7h ou 8h le lendemain de l'élection, Jubilee rencontrera chez lui. Je me suis sacrifié, j'ai risqué ma propre vie pour enfin voir Jubilee rentrer chez eux. Moi, Hassan Ali Joho, j'en ai marre d'être déposé par ce gouvernement Jubilee. Nouveau parti également au Zimbabwe. Le Zimbabwe Partnership for Prosperity est présidé par l'entrepreneur Blessing Kassiamuru. Son vice-président est Edgar Magaya et son porte-parole Innocent Mupanganyama. Le ZIP a été officiellement présenté mercredi devant la ville de Bulawayo. Pour son président, le parti a été lancé afin d'assurer le rôle de chaînon manquant entre les héros de la libération zimbabwéenne et les partis d'opposition politique. Le ZIP entend également répondre aux besoins de restaurer la fierté et la dignité africaine et de faire prendre conscience que les afro-descendants ne sont en rien inférieurs aux eurodescendants. Le Zimbabwe compte déjà plus de 50 partis d'opposition dont l'objectif est de faire tomber le président Robert Mugabe et le parti du ZANU-PF, l'Union nationale africaine du Zimbabwe. Le but principal du ZIP est de trouver des solutions. Le ZIP a ainsi été conçu en 2008 pendant la période de l'histoire où le Zimbabwe, la paix, la santé, la dignité et la fierté étaient au plus bas. Restons en Afrique australe. En Afrique du Sud, les feux de forêt déclenchés mercredi ravagent la province du Western Cape. L'évacuation des habitants et des animaux de la zone a été ordonnée et une centaine de militaires se sont joints aux quelques 120 pompiers pour lutter contre l'incendie. 2 hélicoptères sud-africains ont également été affrétés pour lutter contre les flammes. Le feu commençait à être maîtrisé ce jeudi et la fumée s'était considérablement dissipée depuis la veille. L'incendie, dont la cause n'a pas encore été identifiée, est parti depuis la ville d'Ocean View avant d'atteindre celle de Simons Bay près du Cap. Le vent et la sécheresse de la végétation ont en tout cas contribué à la propagation du brasier. Avec 9,7% de chômage, la question reste au cœur des préoccupations des Français. Même s'il recule légèrement depuis un an, il reste massif avec 3,45 millions de personnes sans aucune activité. Malgré les promesses de baisse non tenues par Nicolas Sarkozy et François Hollande, plusieurs candidats affichent pourtant des objectifs chiffrés. François Fillon promettant 7% en 2022 ou Arnaud Montebourg 6,1%. Fin des 35 heures, baisse de charges ou, de l'autre côté du spectre politique, relance des investissements publics ou diminution du temps de travail, les mesures de lutte contre le chômage seront donc un point central de la campagne. Plusieurs candidats de gauche promettent en outre l'abrogation totale ou partielle de la loi travail. François Fillon s'était heurté à de nombreuses réactions hostiles en suggérant le déremboursement de certains soins de base, preuve que les Français restent très attachés à la sécurité sociale, dont le déficit est tombé au plus bas depuis 2002 à 7,2 milliards d'euros. En matière d'accès aux soins, Manuel Valls propose davantage de médecins, tandis qu'Emmanuel Macron veut des remboursements à 100% pour l'optique, le dentaire ou l'audition. Les retraites devraient une nouvelle fois être une question importante dans cette campagne. La branche retraite de la Sécu est revenue dans le vert en 2016. François Fillon propose un départ à la retraite à 65 ans, tandis qu'à gauche, Manuel Valls ne veut pas repousser l'âge légal. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon prônent un retour à la retraite à 60 ans. Plusieurs candidats de gauche proposent en outre un revenu universel, défendu par Benoît Hamon ou Jean-Marc Benamias, mais rejeté par Arnaud Montebourg, tandis que Manuel Valls prône un revenu décent pour les plus modestes. Après 2 années d'attentats terroristes sans précédent, les Français sont aussi attentifs aux mesures de lutte contre le terrorisme et aux questions de sécurité.
Manuel Valls, Vincent Payon, Benoît Hamon proposent notamment le recrutement de 5000 policiers et gendarmes, tandis que de nombreux candidats à droite comme à gauche promettent de renforcer le budget de la défense. François Fillon propose par exemple de le porter à 2% du PIB d'ici 2025. Le Front National propose le rétablissement de la peine de mort ou encore d'améliorer les moyens de la police et de la gendarmerie. Question centrale enfin, l'éducation, un gros enjeu pour les candidats. Recrutement, hausse de salaire des enseignants, les propositions sont nombreuses. Certains comme François Fillon proposent aussi d'abaisser l'âge de la scolarité obligatoire de 6 à 5 ans. Manuel Valls propose quant à lui d'investir 1 milliard d'euros par an dans les universités. À l'international, le Canada a désormais un ministre d'origine africaine. Mardi, le Premier ministre Justin Trudeau a préservé la parité homme-femme en changeant 6 de ses 29 ministres. Il a également garanti une certaine diversité avec la promotion dans son gouvernement de nouveaux immigrants. Parmi eux, Ahmed Hussein, nommé ministre de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. En 2015, cet avocat et militant communautaire était déjà devenu le premier Canadien d'origine somalienne à avoir été élu à la Chambre des communes, le Parlement canadien. Monsieur Hussein, qui a aujourd'hui 41 ans, est arrivé au Canada en 1993 à l'âge de 16 ans. Il était alors un réfugié en provenance de Mogadiscio. Avant son arrivée en politique, Monsieur Hussein a assumé les fonctions de président du Congrès somalien canadien. Badigeonné de farine de manioc mélangée à de l'eau, un esprit vaudou s'est emparé de ces corps jaunes en transe. Pendant quelques minutes, la divinité de la terre pénètre ses initiés avant de subitement les quitter. Pour la fête nationale du vaudou au Bénin, tous les ancêtres et les esprits de la nature sont célébrés. Tout Africain est né vaudou. Donc c'est pour ça que nos ancêtres, quand ils ont amené nos parents, nos grands-parents en esclavage, c'est ça qui fait que leurs esprits, quand on les amène là-bas, leurs esprits retournent chez nous ici. Et s'aimer aux Antilles, au Brésil et aux États-Unis dans le sillage de la traite des esclaves, le berceau de la religion vaudou est ici, à Ouida. Naba accompagne un groupe d'initiés venus de Chicago pour un voyage spirituel sur les traces de leurs ancêtres. C'est à partir de Ouida que le vaudou s'est répandu, s'est retrouvé partout dans le monde entier. Il faut le reconnaître, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. Le vaudou, c'est quoi? C'est la nature. Les 4 éléments de la nature. Respecter, connaître leurs principes, respecter leurs principes. Le vaudou est certes un culte ancestral, mais il n'a pas toujours eu bonne réputation. Accusé d'être de la sorcellerie, le vaudou a été réprimé pendant des décennies au Bénin, avant l'institution d'une fête nationale en 1993. Je voulais voir de mes yeux ce qu'était vraiment le vaudou. Ici, c'est une religion nationale et il ne s'agit pas juste de planter des aiguilles dans une poupée ou de faire de la magie noire. Ça va au-delà de cette image négative. Les gens qui pratiquent le vaudou sont des gens adorables et très gentils. Sur la plage face à l'océan, les initiés continuent à communier avec les esprits et les aïeux, partis de Ouida pour disséminer le vaudou qui compte aujourd'hui près de 50 millions d'adeptes à travers le monde. Temple des Pitons à Ouida, à plus d'une trentaine de kilomètres de Cotonou. Ici, les touristes vont et viennent pour juste goûter à la fraîcheur des serpents. Posé comme collier au cou, le piton sacré de Ouida donne des sensations inouïes. C'est doux. C'est doux, hein? Oui, mais j'ai peur. Peur pourquoi? Que ça me morde. Oui, c'est un peu frais. Oui. Ça, c'est un bon collier? Oh. Ce collier-là. Non, ça ne pèse pas. D'autres touristes, par contre, ont une peur bleue des reptiles. Et pour cela, le collier piton n'est pas la bienvenue. Ben, je veux pas, c'est tout. Non, mais je veux pas. Ça me... Non. Oui, j'ai peur. Seuls les guides du temple peuvent mieux expliquer le rôle que jouent les pitons sacrés dans la cité de Ouida. Des serpents qui n'ont ni dents ni venin. Dans le monde entier, nous avons 2 sortes de pitons. Nous avons le piton royal et le piton du Séba. Et le piton royal, c'est ça que j'ai dans ma main ici. Et les pitons du Séba, c'est ça qu'on a l'habitude de les appeler les bois. Donc c'est qui étranglent des êtres humains et puis avalent. Et si vous prenez le piton royal, au niveau de leur mâchoire là, vous allez voir que c'est un trou de chaque côté comme les narines perforées roses.
Donc les pitons, ils sont nés avec leurs cicatrices, les 2x5, 10. Et pour nous, ça se fait 2 et 3 mois après la naissance. Et à l'époque, les cicatrices nous montrent la carte d'identité. Ces pitons ont d'origine israélienne. Et ils ont quitté Israël, émigré à Diatado en 1411. Donc c'est depuis là-bas. C'est pourquoi maintenant la découverte est faite maintenant dans le Mono. Donc c'est devenu sacré. Le temple des pitons implanté juste en face de la basilique de Ouidah témoigne de l'acceptation de toutes les religions dans cette ville historique du Bénin. Ce temple ne désemplit jamais malgré la tenue de la grande fête des religions traditionnelles sur le site de la porte du non-retour. Décédée mercredi 7 décembre 2016 à Abidjan, capitale économique ivoirienne, l'actrice-réalisatrice Marie-Louise Asseux sera enterrée samedi à Aféry, département d'Akoupé, est de la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités, dont la première dame Dominique Ouattara, le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandama, ont dit leurs condoléances à la famille éplorée à la résidence de la défunte à Cocody, Abidjan. Les populations, ses pairs comédiens, acteurs, réalisateurs et scénaristes initient une veillée traditionnelle ce jeudi de 21h temps local à l'aube à la place Figayo de Yopougon, ouest d'Abidjan, après la veillée artistique du jeudi dernier où la vie de Malou a été passée en revue, peignant ses efforts dans son secteur d'activité. Françoise Kwasi Cho, à l'état civil, Marie-Louise Asseux a été reconnue comme une personne battante et toujours déterminée à aller de l'avant dans les actions ayant meublé son existence. Pour moi, c'est vraiment une très grande perte. Quand je parle de grande perte, c'est la complice qu'elle a toujours été pour moi. Marie-Louise et moi, on ne peut jamais jouer une scène sans jouer pour nous-mêmes. À tel point que les gens pensent que tout de suite, nous sommes les meilleurs. D'elle, on garde un souvenir indélébile. La preuve, on était sur un projet ensemble. On était même sur un tournage ensemble. Et malheureusement, elle nous quitte, elle nous laisse ce tournage dans la main et on est peiné. J'ai commencé avec Marie-Louise à Faut pas fâcher. Je suis rentrée à Faut pas fâcher en 1996. Je dirais que c'est une grande sœur, c'est une dévancière, c'est elle qui m'a donné ma première chance au cinéma. La levée du corps de Malou, comme on l'appelait affectueusement, se fera vendredi matin aux pompes funèbres de Trècheville à Abidjan. Comédienne, actrice, réalisatrice et présentatrice de télé, Marie-Louise Asseux était un visage bien connu du téléfilm satirique Faut pas fâcher, diffusé par la télévision nationale depuis 1995 et du film Ma famille de 2003 à 2007, après avoir été révélé au grand public par le groupe Le Théâtre National des Côtes d'Ivoire, puis Le Soleil de Cocody. Marie-Louise Asseux était une femme bien battante, elle en voulait à la vie, elle voulait être autonome. Et je crois que cette autonomie, elle l'a assurée jusqu'à ce qu'elle meure. Marie-Louise Asseux, c'est une grande comédienne que nous avons perdue. Mais moi particulièrement, Marie-Louise Asseux, c'est une grande sœur pour moi. Une maman en même temps, maternelle et prête à tout. Vraiment, c'est une grande perte pour nous. Ça nous a tous attristés, abattus à la fois. Mais c'est un combat qu'elle a commencé. On a commencé ensemble. Nous avons mené le combat ensemble. Elle est tombée en route. C'est une guerrière qui est tombée. Marie-Louise Asseux sera portée en terre samedi 14 janvier à Aféry, à l'est du pays, après des obsèques dignes de ses familles biologiques et professionnelles et de l'État de Côte d'Ivoire. Des danseuses du ventre et la fumée des narguilés, une fête ordinaire en Égypte. Mais ici, le maître de cérémonie compte les billets de banque. Chaque participant à la soirée verse une somme d'argent qui ira dans une cagnotte, empochée à tour de rôle. On collecte l'argent. Si vous avez 25 €, vous les donnez. Ce que vous donnez vous sera rendu quand ce sera votre fête. C'est comme ça que ça marche. Chaque contribution est précieusement enregistrée. Les hôtes qui empochent la cagnotte aujourd'hui devront donner à leur tour lors des fêtes de leurs invités. Une façon de mettre de l'argent de côté qui permet d'aider les Égyptiens à trouver des financements en dehors du système bancaire. Le système bancaire n'est pas accessible pour 90% des Égyptiens, donc c'est difficile d'obtenir des prêts ou d'y avoir recours pour la vie quotidienne. La seule solution pour les gens est d'essayer de trouver des méthodes coopératives. Heysam paye sa part aujourd'hui,
Mais il compte bien récupérer son dû quand il organisera le mariage de son frère. Je participe au mariage d'un tel et ensuite il vient au mien. Je récupère 3 000 ou 3 500 € pendant la fête et après la facture du groupe de musique et de l'éclairage, on peut acheter un terrain ou une voiture avec ce qu'il reste de l'argent. Depuis 2011, l'Égypte fait face à une instabilité économique et à une forte hausse des prix. Ce système parallèle plaît donc de plus en plus. Il faut désormais s'inscrire sur les listes de ces fêtes coopératives des mois à l'avance. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programmes sur Vox Africa.